routes, Éric Dupond-Moretti connaît. Avocat pendant plus de 35 ans, il a avalé les kilomètres de cour d'assises en cour d'assises. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, il n'est plus seul au volant. Il se déplace en convoi officiel, car Éric Dupond-Moretti est désormais ministre de la République. C'est un cadeau dans la vie d'un homme que de changer de vie, que d'aller voir d'autres choses, que de satisfaire d'insatiables curiosités. C'est vivre, ça. Vous n'avez pas hésité? Ah, j'ai pas hésité une seconde. Vous n'avez pas douté? Ah si, c'est pas la même chose. J'ai hésité et ensuite, naturellement, j'ai douté. La tâche est immense, elle est impressionnante, mais elle est magnifique. Pour compléter son costume de garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti s'est acheté des cravates. Et il apprend à se plier au protocole. Merci. L'ogre de la justice. Cet avocat a la notoriété hors norme. Ce jour-là, le ministre visite le tribunal de commerce d'Orléans pour parler justice de proximité. Et on y va. On va avoir ce couloir un peu étroit. Même s'il a raccroché la robe noire, sa vie d'avocat pénaliste n'est jamais loin. La cour d'assises, c'était par là, non? Oui, exactement. Juste derrière l'accueil, bravo. La salle parodie d'un célèbre magistrat résistant qui est mort sous les balles des Allemands. Pardon, excusez-moi. À 59 ans, Éric Dupond-Moretti est la tête d'affiche insolite du gouvernement. Celui sur qui parie le président. Champion des acquittements. C'est le jour le plus long et c'est le jour le plus beau. Et c'est pour nous un immense soulagement, vous voyez. La Saint-Yves, c'est la fête des avocats, mais je crois que c'est aujourd'hui la Saint-Yves. Voilà. Bête d'audience, auteur de best-sellers et même acteur de cinéma. Ici, à votre droite. Maître, ici, s'il vous plaît. En bas. Un goût prononcé pour la lumière qu'il partage avec sa compagne, la chanteuse québécoise Isabelle Boulay. Je pense qu'il y a des gens qui ont le talent d'être des stars. Et lui, il a ce talent-là. Adepte des formules choc. Je n'aime pas la transparence, je n'aime pas la transpercence. Je pense que l'on vit dans une époque où l'on exige tout. Habitué à bousculer et à attaquer le monde judiciaire. Ah, c'est la patte de l'ours, quoi. S'il donne un coup de patte, c'est terrible, quoi. Il peut tout balayer. Au point aujourd'hui de déclencher la colère des magistrats. Alors qui est vraiment Éric Dupond-Moretti? Pourquoi s'est-il lancé en politique? Et parviendra-t-il à ne pas s'y brûler les ailes? Stéphane Squillaci parle couramment le Dupond-Moretti. Après 40 ans d'amitié, cet avocat lillois, ancien associé du garde des Sceaux, le connaît par cœur. Il l'a même affublé d'un surnom affectueux. Moi, je l'appelle Eul Gros, parce que Eul, dans le Nord, ça veut dire le. Quand je parle de lui, je dis Eul Gros. Et quand je... Mais là, je ne pourrais pas dire gros, parce qu'il va me tuer. Ouais, surtout qu'il a fait un régime et tout, pour mettre ses costards fait sur mesure. Quand Eul Gros donc lui apprend sa nomination, quelques heures avant l'annonce officielle, le 6 juillet 2020, Stéphane Squillaci croit à un énième canular de son ami. Je dormais. Il était genre 6h30 du matin. Il m'appelle vers 6h30, il me dit « J'ai quelque chose de grave à te dire ». Je lui dis « T'as un cancer ?»« Non, grave, mais pas comme ça. » Je vois pas. Alors après, il parle pas. Voilà. Et après, il me dit, je sens qu'il se gonfle un peu, là. Et puis il me dit « Tu es en train de parler avec le futur garde des Sceaux. » Donc je fais « Ha, c'est des bonnes celle-là, elle est mignonne, alors elle est belle. » Après, je comprends au bout d'un quart d'heure que c'est vrai. Et là, je suis un petit peu... Il y a une espèce de tremblement de terre autour. J'ai des tas d'images un peu comme quand on meurt, une espèce de tunnel, on voit toute sa vie. Je vois ma vie avec lui, avec tout ce qu'on a fait. Alors je lui dis « Mais enfin, t'avais pas dit que t'avais pas trop envie, là ?» Et il dit « Je disais ça parce que j'étais persuadé que jamais ils oseraient. » Et ils ont osé. En réalité, cette nomination est tombée à point nommé. Alors qu'Éric Dupond-Moretti semblait montrer comme une envie de changement dans sa vie professionnelle. C'est un métier merveilleux, mais je crois qu'effectivement, il pouvait
probablement plus en attendre autant de satisfaction, d'émotion que celle qu'il avait pu avoir. Je crois que c'est un métier qui probablement pouvait davantage lui peser que le satisfaire. Le déclic survient dans ce grand théâtre parisien, début 2019. Sur scène, pendant 1h45, Éric Dupond-Moretti se raconte, avec des souvenirs de procès, et surtout en toile de fond, une critique du système judiciaire. Assez rapidement, on a senti qu'il y avait, malgré nous, malgré lui, je pense, un discours politique. Il y avait quasiment un programme de ce qui ne va pas en ce moment dans la justice. Et les gens, les spectateurs, adhéraient à ce discours-là. C'est pas possible de tous les soirs avoir une standing ovation avec des gens qui, pendant 10 minutes, 15 minutes parfois, applaudissaient à tout rompre sur des propositions claires de ce que devrait être la justice aujourd'hui et ce qu'elle n'est pas. Tous les soirs, le théâtre de la Madeleine affiche complet. Et en février 2019, une invitée de marque se glisse parmi les spectateurs. On est mis au courant que la première dame va être là. Et ensuite, elle vient nous voir dans la loge après le spectacle. Et c'est un moment passionnant parce qu'elle reste longtemps. Elle lui félicite déjà pour le spectacle. Elle est, je crois, en accord avec pas mal de sujets, ou en tout cas, ça l'interpelle. On l'a senti, sincèrement, tous, qu'il y avait quelque chose, en tout cas, qui s'était passé et qu'elle était réceptive au discours. Brigitte Macron partage-t-elle ses impressions avec son mari président, comme elle le fait régulièrement? En tout cas, Éric Dupond-Moretti est désormais dans les radars de la Macronie. Quelques mois plus tard, l'avocat ultra-médiatique est reçu par Florian Bachelier, premier questeur de l'Assemblée nationale. Ce député de la majorité sonde régulièrement des personnalités de la société civile sur des questions d'actualité et fait remonter ses informations au plus haut niveau. Je découvre un homme qui est encore plus libre que ce que je percevais à travers mes lectures. Pour moi, Éric Dupond-Moretti, c'est une vraie rencontre. C'est un vrai punk, un punk malicieux. Et je lui lance en début d'année 2020, par pure provocation bretonne, Dupond-Moretti à la chancellerie, ça aurait de la gueule quand même. Et il se marre. Sans prendre la chose véritablement au sérieux. Et il m'a avoué plus tard que c'est à partir de ce moment-là qu'une réflexion a commencé à germer dans son esprit. Au même moment, à l'Élysée, à quelques semaines des élections municipales de mars 2020 et de la défaite annoncée de son propre camp, le président réfléchit à un remaniement. Il cherche des profils. Il dit, bon, quels sont les postes dont je suis certain qu'il faudra en changer l'incarnation, la justice. Il se disait que le président de la République pouvait chercher son bas d'inter. C'est Emmanuel Macron qui a l'idée d'Éric Dupond-Moretti. Un avocat connu, très connu, charismatique. Un avocat d'origine modeste, qui sait parler aux gens. Et Emmanuel Macron teste cette idée dans le plus grand secret, auprès de très rares conseillers de sa garde rapprochée à l'Élysée. Les réactions de ces conseillers sont mitigées. Certains lui disent ça m'a l'air étonnant, c'est un profil qui va mettre les magistrats vent debout, tu vas générer encore une polémique. D'autres lui disent non, tu as raison, on doit renverser la table, il nous faut des punchers, des personnalités politiques et médiatiques capables de porter le fer. C'est dans la dernière semaine de juin 2020 que tout se précipite. Emmanuel Macron annonce à Éric Dupond-Moretti qu'il envisage de le nommer garde des Sceaux. Éric Dupond-Moretti, assez rapidement, fait savoir à Emmanuel Macron, lui dit ça m'intéresse, mais je ne viens pas faire du casting. Moi, je viens si on peut réellement réformer la justice. Emmanuel Macron, le chef de l'État, lui dit chiche. Présentez-moi un projet. Éric Dupond-Moretti lui remet des notes sur son projet de réforme de la justice. Après une ultime rencontre avec le président de la République durant le week-end, il succède le lundi 6 juillet à Nicole Belloubet comme garde des Sceaux. Dans son bureau, place Vendôme,
Il nous explique pourquoi il a accepté cette proposition. C'était pour que l'on rapatrie les Français. Il y a des gens qui rêvent d'être ministre, c'est le fil conducteur de leur vie. Ça n'est pas mon cas. J'ai rencontré le président de la République, j'ai trouvé cet homme courageux. Il me l'a demandé à moi parce que je suis Éric Dupond-Moretti, pardon, parlez-moi de moi à la troisième personne, et j'ai accepté parce que c'est lui qui me le demandait. Vous savez, un de mes amis m'a dit, c'est une expression un peu familière, je ne sais pas si elle est dans la bouche d'un ministre acceptable, il m'a dit, mais tu as passé ton temps à dire des choses, on te donne les clés de la bagnole et tu ne monterais pas dedans, ben, c'est pour ça que je suis monté dedans. Mais la route du nouveau ministre est semée d'embûches. Et au volant, Éric Dupond-Moretti reste une personnalité clivante, un homme à contre-courant. Si les médias sont souvent friands du franc-parler d'Éric Dupond-Moretti, ils en sont parfois les victimes. Ce jour-là, il défend Patrick Balkany, jugé pour blanchiment de fraude fiscale et corruption. Qu'est-ce que vous attendez de... Allez, go, allez. Le meilleur. Non, qui plaide comme une brêle, il est la voix enrouée, il se prenne les pieds dans la robe, je sais pas, poser de ces questions. Non mais franchement. Et dans les couloirs du palais, quand le ténor du barreau est en colère, ça s'entend, forcément. Je reste comme je suis, que ça soit... Mais vous êtes dingue là. Oh, on a failli tomber 2 fois. Mais vous êtes complètement dingue là. Arrêtez un peu quand même, laissez-nous au moins un peu d'oxygène. Putain, mais c'est pas vrai ça. Monsieur. Ah putain, mais attends, je me suis fait mal moi. Une personnalité qui détonne. Un franc-tireur qui, en 2013, refuse la Légion d'honneur. Il a refusé parce que c'est quelqu'un qui considère que le rôle d'un avocat, c'est pas de faire plaisir à l'institution pour qu'on vous remette une Légion d'honneur. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires qui ne reçoivent aucun honneur. Et lui, il disait, moi, pour juste être avocat, je vois pas pourquoi on me donnerait la Légion d'honneur. Et il dit cette chose extraordinaire, la Légion d'honneur, c'est comme les bombes, ça tombe toujours sur ceux qui le méritent le moins. Un homme ancré dans le réel, qui a du mal avec certaines dérives du monde moderne. Invité sur notre antenne, en pleine affaire Griveaux, il fustige le règne des réseaux sociaux. Alors moi, je suis ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, rien. Je veux rien de ces trucs. Ça m'empêche pas de recevoir au quotidien des tonnes de machins, toujours anonymes. Alors, une fois, c'est parce que j'aime ci, parce que j'aime ça, parce que j'ai dit ci, parce que j'ai dit ça. Et comme tout est polémique dans cette époque, et que l'hypermoralisation nous contraint au manichéisme avec il faut être pour ou il faut être contre, ça devient infernal. Mais nom de Dieu, ce qui fait le ciment d'une société, c'est ce qui nous rassemble et pas ce qui nous divise. Mais étonnamment, une fois nommé garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti ouvre un compte Twitter. Et en septembre, il voit désormais tout l'intérêt d'utiliser Facebook. Bonjour. Vous demandez peut-être ce que je fais là. Et pourquoi j'utilise ce moyen de communication pour m'adresser à vous. Je vais vous le dire. Je voudrais, si vous le voulez bien sûr, établir avec vous ce lien privilégié, direct, sans filtre, pour que je puisse vous expliquer ce que l'on fait au ministère de la Justice. Des prises de position à géométrie variable. Mais selon le journaliste Denis Lafay, qui a coécrit avec lui Le droit d'être libre, Éric Dupond-Moretti assume tout. Éric Dupond-Moretti, c'est quelqu'un d'éminemment complexe, contrairement à ce que l'on croit. Il est tout sauf dans le noir et le blanc, il est dans un éventail, on va dire, extrêmement riche de gris. Et parce qu'il est conscient que nos libertés sont aujourd'hui menacées, chaque fois qu'on va un peu plus loin dans le puritanisme, l'hygiénisme et l'hystérisation de la société, Éric Dupond-Moretti est là pour dire « attention ». On va dans le mur, puisqu'on ne peut même plus se permettre de dialoguer sereinement et de débattre ensemble. Une personnalité complexe, qui, à l'instar de tous les grands pénalistes, défend autant des anonymes que des clients célèbres. Des hommes politiques comme Jérôme Cahuzac ou Georges Tron, le trader Jérôme Kerviel, le footballeur Karim Benzema ou encore le roi du Maroc, Mohamed VI. Mais il y a des clients sur lesquels il reste discret.
Avec son cabinet parisien ces dernières années, Éric Dupond-Moretti a développé ses réseaux en Afrique. La question, c'est de savoir pourquoi c'est un tribunal militaire qui se charge de ce dossier. Sur ce continent, il défend des hommes politiques fortunés, parfois des opposants, mais aussi les intérêts de régimes autocratiques, comme la République du Congo de Denis Sassou Nguesso. Ce journaliste a enquêté sur ses activités. Il invoque très volontiers, quand on en parle avec lui, son attachement incoercible à des principes. Je veux pouvoir me regarder le matin dans la glace, dit-il. Jamais je ne me commettrai à être la caution droit de l'homiste de régimes despotiques, etc. Mais la ligne rouge est difficile à dessiner et en tout cas élastique. Le point commun de la plupart de ces dossiers, ils sont très lucratifs. On est mieux payé quand on bosse pour une présidence africaine que sur un dossier pénal lambda en France. Soyons clairs, il me semble que l'impératif financier l'emporte sur tout le reste. Combien prennent ces avocats parisiens, donc potentiellement Éric Dupond-Moretti? Les tarifs ne sont pas publics. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai essayé d'en savoir davantage sur le niveau des honoraires, je me suis heurté à un silence évasif. Avec certaines affaires, il gagne beaucoup d'argent. Avec d'autres, il attire les projecteurs. Et parfois, les sifflets. En 2017, il défend un indéfendable aux yeux de l'opinion publique. Le frère du terroriste, Mohamed Merah. En première instance, Abdelkader Merah est condamné pour association de malfaiteurs terroristes. Mais Éric Dupond-Moretti obtient l'acquittement pour la complicité d'assassinat. Bon, monsieur, vous allez arrêter vos provocations maintenant. Je pense que ça suffit. Si vous ne respectez pas la question de justice, le droit ici, chez moi, vous n'avez pas le droit, monsieur. C'est pas ça, l'avocat? Ouais, exactement. L'avocat, c'est exactement ça. Et l'indignation ne va pas s'arrêter là. Car à l'audience, face aux familles de victimes, il a employé pour défendre la mère du terroriste une formule polémique sur laquelle il revient le lendemain du verdict. Il y a un moment, j'ai dit, mais enfin, elle a quand même perdu un fils. L'autre est en tôle, et la fille est partie... Vous trouvez pas ça obscène de le dire comme ça? Pourquoi c'est pas une mère? Devant les familles de victimes. Monsieur Demange, je ne sais pas si vous pensez réellement que c'est obscène, ou si vous me posez la question pour me provoquer, mais je voudrais vous dire quelque chose. Le chagrin des victimes est tellement... Je pense sincèrement que c'est obscène. D'accord, alors je vais vous répondre. Le chagrin des victimes ne peut pas être confiscatoire. Une mère, voyez-vous, même si elle met au monde un enfant qui est le dernier des derniers, peut avoir de la peine. Et que vous ne compreniez pas ça, ça m'étonne beaucoup. Ce qui est obscène, c'est de dénier à cette femme le fait qu'elle soit une mère. C'est pas une vache qui avait les monsieur. Jamais dit ça. Votre question est obscène. Et je pensais pas que vous me la poseriez. 2 ans plus tard, en appel, Abdelkader Merah sera finalement condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Éric Dupond-Moretti aime bousculer, si besoin, à rebours des pratiques usuelles. Il n'hésite pas à s'en prendre aux victimes sans état d'âme. Aux assises de Draguignan, en 2016, cette avocate défendait une femme que son mari avait violée et tenté de tuer. Face à elle, Éric Dupond-Moretti défendait l'accusé. À l'évocation de toutes ces scènes, évidemment, ma cliente était en larmes. Et je me souviens qu'Éric Dupond-Moretti, alors avocat, avait interpellé ma cliente en lui disant « Madame, arrêtez de pleurer, ce n'est pas comme cela que vous vous reconstruirez ». Il dit que les victimes prennent toute la place dans un procès pénal. Il dit que le procès pénal est là pour faire juger un accusé et pour qu'il puisse se défendre. Ça veut dire que les victimes n'ont plus le droit, n'ont pas le droit d'être là pour expliquer ce qu'elles ont subi. Je ne comprends pas. Malmener des victimes,
Défendre des criminels aux franges de l'humanité. Pour comprendre ce qui a fait d'Éric Dupond-Moretti cet avocat hors norme, il faut remonter dans le temps. Le parcours d'Éric Dupond-Moretti n'a rien de tout tracé. Dans sa famille, pas de grande lignée de juristes. Son père, Jean-Pierre Dupond, est ouvrier métallurgiste. Sa mère, Elena Moretti, vient d'Italie, d'où elle a fui la misère. Il naît en 1961. Le décor dans lequel il grandit, cette petite commune du Nord, à la frontière belge, près de Maubeuge. C'est une enfance modeste. Sa mère était femme de ménage. Elle a perdu son papa très jeune, il avait 4 ans. Et dans les classes d'école, il était l'objet de propos racistes. Parce qu'il était immigré italien, fils d'immigré italien. La révolte contre l'injustice anime très tôt le jeune garçon. D'autant que sa famille est hantée par un fantôme. Son grand-père, mort avant sa naissance, dans des circonstances jamais élucidées. C'est un immigré italien, et puis on va le retrouver sur la voie ferrée. Toute la famille a la conviction qu'il a été assassiné, et tout le monde s'en fiche. Et donc il n'y aura pas d'enquête, et donc on ne trouvera pas de coupable, et donc il n'y aura pas de procès, et les choses vont s'arrêter là. Et ça, c'est quelque chose d'important dans ma famille, dont on a beaucoup parlé. Alors, est-ce que c'est indifférent au choix qui sera le mien? Je le crois pas, mais c'est une collection de choses, finalement. Et puis, on est tous le fruit de notre histoire. Vous, moi, ceux que je défends, et tout le monde. La naissance de sa vocation, il peut la dater de façon aussi nette que glaçante. C'était le 28 juillet 1976. Le suspect de l'affaire dite du pullover rouge est guillotiné. Christian Ranucci, âgé de 21 ans, il a été exécuté à 4h13 ce matin à la prison des Baumettes, à Marseille, pour l'assassinat d'une petite fille qu'il avait commis à 19 ans. J'apprends l'exécution de Ranucci. Et ça me bouleverse. Personne chez moi n'appartient au monde judiciaire. Ça nourrit mon romantisme morbide d'adolescent boutonneux. Je m'engouffre dans cette histoire qui me passionne et me terrifie. Je me dis, je veux devenir avocat. Cette idée, au fond, d'être parfois seul contre tous. Pendant ses études de droit, il passe plus de temps à observer sur les bancs des tribunaux qu'à étudier sur ceux de la fac. Il sort dernier de l'école des avocats. Ce qui ne l'empêche pas, on le voit sur cette photo, d'arriver premier ex aequo au concours d'éloquence du barreau de Lille. Stéphane Squillaci l'a rencontré à cette époque. Il se souvient d'un jeune homme ambitieux et original. Je le vois arriver, je n'ai pas l'impression que c'est un avocat ou un futur avocat, parce qu'il se présente avec des cheveux incroyables, des longs cheveux, une immense barbe. Puis alors, c'était l'hiver, il faisait froid, ou il avait neigé, je sais plus. Il avait un manteau incroyable, genre ce qu'on met pour les chevaux, là. Bon, moi, j'étais déjà ancien dans la profession, ancien. J'avais 3-4 ans de barreau, donc je faisais mon vieux, quoi. Et avec lui, qui était juste un élève avocat, donc je lui dis, mais t'as envie de faire quoi quand tu vas venir dans la profession? T'aimerais bien taper dans quel contentieux? Il m'a dit, moi, je veux être parmi les 10 premiers pénalistes français. Il veut se faire un nom. Il s'est toujours appelé Éric Dupond. Il devient Éric Dupond-Moretti. Un hommage à sa mère et un moyen de se distinguer. Voici sa première apparition à la télévision en avril 87. Je vous rappelle que ma cliente est incarcérée et qu'elle n'est pas encore jugée et que dans le cadre de cette incarcération préventive, elle doit être considérée comme présumée innocente. La même année, il obtient son premier acquittement dans une affaire de complicité d'assassinat. Très vite, il se fait une réputation dans sa région, passe sa vie dans les palais de justice. Il y rencontre d'ailleurs sa femme, Hélène. Elle est jurée dans un procès d'assises. Il plaide devant elle. Quelques années plus tard, elle raconte son quotidien dans ce talk-show qui a pour thème « Je vis avec un bourreau de travail ». Vous vivez avec un grand avocat, lillois. C'est quoi de vivre avec un super dynamique actif? Fatigant.
C'est fatigant, ça vous fatigue. Oui. Mon mari est un passionné dans son travail, en tout cas. Et il a une conscience professionnelle exacerbée, ce qui le rend très occupé, très exigeant et très stressé. Il faut voir ce que c'est que les assises au quotidien, parce qu'il faut qu'il aille à Marseille, à Rouen, il faut qu'il aille dans l'Est, à Metz. Il rentre pas chez lui. Embrasser ses enfants, embrasser sa femme. Des années de travail acharné qui le mènent au début des années 2000 à l'affaire d'Outreau. C'est l'explosion médiatique. Sa cliente fait partie des très acquittés. C'est le jour le plus long et c'est le jour le plus beau. Et c'est pour nous un immense soulagement. Vous voyez, la Saint-Yves, c'est la fête des avocats, mais je crois que c'est aujourd'hui la Saint-Yves. Voilà. Éric Dupond-Moretti porte la voix des rescapés de ce naufrage judiciaire. Il va sortir du lot et c'est dû à son charisme naturel, à sa voix et à sa façon d'en parler. Cette fameuse journée où les avocats et les acquittés d'Outreau se retrouvent place Vendôme, Éric Dupond-Moretti, il a le sens de la formule. Ce jour-là, les journalistes viennent le voir et il dit, vous vous rendez compte, on est place Vendôme, même le capitaine Dreyfus n'avait pas été reçu là. Les années qui suivent, tout le monde demande l'avocat lillois. Lui accepte volontiers les caméras, dans sa voiture, comme dans son cabinet. C'est sa grande époque de pénaliste. Continuer à être désigné, je devrais presque dire en subliminal, à être désiré. Parce que c'est ça la réalité de l'avocat. Bien sûr, il y a aussi une quête permanente de séduction, de reconnaissance. On ne s'expose pas publiquement par hasard. Si on le fait, c'est qu'on a besoin d'une forme de reconnaissance très, très égotique, très, très narcissique, évidemment. Les dossiers et les acquittements s'accumulent. Sa secrétaire tient même un tableau pour les recenser. Je ne sais pas comment il fait, je ne sais pas qu'il est extraordinaire, mais presque, parce que il connaît les dossiers en les ayant à peine ouverts. Il sait où il doit voir, il sait ce qu'il doit trouver, il sait ce qu'il doit voir. C'est un don chez lui, je crois. Installez-vous. Éric Dupond-Moretti gagne un surnom flatteur, acquittator. 145 acquittements, un record. Mais il perd aussi beaucoup de procès, notamment dans les dossiers politico-financiers. Le succès qu'Éric Dupond-Moretti avait aux assises, il n'arrive pas à le montrer de façon aussi éclatante sur les affaires. Il arrive à obtenir des victoires médiatiques, des victoires symboliques, mais il n'aura pas de victoire judiciaire réelle. C'était des batailles beaucoup plus difficiles que celle que de remporter la conviction de juré. Le problème, c'est qu'Éric Dupond-Moretti, en acceptant beaucoup de dossiers, prend le risque de les survoler. C'est ce que raconte l'un de ses anciens clients, impliqué dans une affaire financière, qui préfère garder l'anonymat. Éric Dupond-Moretti n'a pas ouvert le dossier. L'instruction était très technique, il ne l'a pas démonté. Et il a demandé des honoraires à 6 chiffres. Au fil des années et des dossiers, Éric Dupond-Moretti a développé une méthode musclée, quitte à terroriser son auditoire. Dès le début de sa carrière, ici en 88, il s'engouffre dans la moindre faille de procédure. D'autant plus facile qu'à l'époque, rien n'est informatisé. Dans cette affaire, son client, inculpé pour meurtre, profite d'une incroyable bévue. Par chance pour Francis Hendrick, malchance pour le palais de justice, le dossier Hendrick disparaît en janvier 86, volé. Bizarrement, il n'existe aucune copie conforme du dossier. Immédiatement, l'avocat lillois Dupond-Moretti engage une procédure de remise en liberté de Francis Hendrick. J'en ai donc déduit que le dossier de M. Hendrick n'avait plus aucune valeur authentique et que les actes juridictionnels qui le maintenaient en détention n'avaient plus cette valeur authentique nécessaire à son maintien en prison. Mais au-delà de la technique juridique, il y a le travail de fond, la connaissance d'un dossier point par point. S'agissant de la présence de Mohamed Merah... Sur ces images, rares, Éric Dupond-Moretti et son équipe préparent dans leur cabinet
la défense d'Abdelkader Mera en 2017. Il dissèque l'enquête des policiers pour y traquer les contradictions. Le Mohamed là. À 23h08 et 23h11, nous pouvons affirmer que on est ici, aux Isards. À 2 reprises, le téléphone va borner et activer des bornes, l'une qui se trouve ici et l'autre qui se trouve à peu près ici. Il se trouve pas là, Abdelkader, il se trouve ici. Et naturellement, quand le policier qui a rédigé ce procès-verbal de synthèse va venir, on va lui mettre la carte. Et on va lui demander s'il n'a pas perdu le nord. Voilà comment, avec une forme de désinvolture, au fond, sans vérifier les choses, on construit une culpabilité possible. Dans le dossier Mera, oui, on sait tous que quand un bornage téléphonique dit quelque chose d'imprécis, bah, ça peut avoir des conséquences importantes sur le procès. Et lui, il va pas se contenter d'un procès verbal qui dit c'est comme ça que ça s'est passé. Il va vouloir qu'on le vérifie. Quitte à aller voir si la pizzeria elle est ouverte le mardi 18 novembre 2009. Et c'est ça qu'il nous demande. Et c'est ça qui s'impose à lui-même aussi. Dans un procès, la dernière impression laissée par un avocat, c'est sa plaidoirie. Et là encore, Éric Dupond-Moretti a son style, bien à lui. L'un de ses premiers coups d'éclat date de 1992. Il représente alors la veuve d'un homme assassiné qui adorait Georges Brassens. Il finit en s'adressant à l'accusé dans le box. Et il lui dit je vais vous chanter une chanson, parce qu'il vous aurait peut-être chanté une chanson. Et là, tout le monde regarde. Dupond se met à chanter dans la cour d'assises, dans la salle d'audience. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon. Et il chante un moment, hein. Il chante pendant 1 minute cette chanson. Le président l'écoute, le laisse faire. Et il se rassied, il regarde le président et dit j'en ai terminé. Et il s'assied. Il fait ça parce que les mots qu'avait utilisés Brassens, c'était des mots assez tristes. Et lui, pour véhiculer la douleur de la partie civile, il a cru opportun de rappeler ces couplets-là. C'était très beau. Je crois que ce jour-là, tout le monde a compris qu'il était bien différent des autres avocats. Éric Dupond-Moretti n'a pas son pareil pour accrocher les jurés, pour les émouvoir. Voici un extrait de sa seule plaidoirie jamais filmée. Il défend un braqueur récidiviste. Évidemment que c'est pas un saint, mais c'est pas non plus une ordure. Vous savez, nous avons le même âge, cousin et moi. Moi, je pourrais le traiter avec la condescendance des bourgeois en disant mais ce type, finalement, c'est qu'un délinquant, un sale mec. Je peux aussi me dire mais si j'avais vécu ce qu'il a vécu, qu'est-ce que je serais devenu? Et il ne faut pas avoir fait l'école nationale de la magistrature pour comprendre ça. Est-ce que vous n'êtes pas, mesdames et messieurs, le fruit de votre histoire? Pas que cela, évidemment. Mais aussi ça. Dites-moi, il n'y en a pas parmi vous, là, très préoccupés en ce moment par le bac français du petit, ou le BEPC, ou le bac tout court? Non? Et quand le soir, vous remontez la couverture là, sur la joue du petit et que vous passez quelques minutes avec lui, ce dernier petit baiser de tendresse, c'est ce qui interdit aux hommes de faire des conneries. Lui, il a été jeté par la fenêtre. On a voulu le jeter par la fenêtre. C'est son père qui a fait ça. Je vais vous faire une petite confidence. Il y a un des 2 gendarmes qui m'a filé une photo de cousin quand il avait 20 ans. Avec des cheveux, hein. Vous avez eu des cheveux. Et on voit, il suffit de la voir, la photo, que c'est un gamin... c'est un gamin qui est malheureux. C'est quelqu'un qui a le feu en lui, qui brûle. C'est pas quelqu'un qui aime les beaux discours, contrairement à ce qu'on imagine des avocats. C'est quelqu'un qui veut gagner, qui aime parler aux gens, mais qui veut leur parler pour les convaincre de le suivre. Dans sa volonté d'emporter l'intime conviction des jurés, Éric Dupond-Moretti use de formules choc, évoque souvent ses origines modestes, sa mère italienne, des recettes oratoires qu'il répète à l'envi,
comme un acteur. C'est un comédien, il a préparé, et puis il est malin. Il sait l'effet qu'il aura sur les jurés. Il sait aussi la terreur qu'il inspire aux magistrats. Car Éric Dupond-Moretti s'est aussi forgé une réputation sulfureuse. Cette 5e journée de procès en appel devant les assises de Perpignan a vu des incidents se multiplier. Toujours à l'origine, Maître Dupond-Moretti, l'un des défenseurs de Diane Missler. Octobre 2012, une affaire d'assassinat. Éric Dupond-Moretti défend cette femme, accusée d'avoir commandité ce meurtre. L'ambiance est électrique. L'avocat passe son temps à ruer dans les brancards, comme le raconte ce compte-rendu d'audience de France 3. L'avocat s'en est pris avec véhémence à tout le monde, aux témoins, aux avocats de la partie civile, à ceux de l'amant meurtrier, à l'avocat général et même au président, à qui il reproche l'organisation de l'audience. On est en train de construire une culpabilité et ça commence vraiment à me chauffer les oreilles. Le président de la Cour, qui tente de maintenir le calme à l'époque, le voici aujourd'hui. Joël Mokaer vient de prendre sa retraite, ce qui lui permet de s'exprimer encore plus librement devant une caméra. Il revient sur les méthodes particulières de l'avocat. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de limite pour la défense de sa cliente. C'est-à-dire qu'il ne s'interdit aucun comportement. Il est corne en permanence. Il fait un commentaire, un ricanement, il se déplace, il perturbe l'audience. Ça ne me choque pas d'avoir un avocat qui est en opposition forte et qui s'attaque à l'institution, à ses représentants, au ministère public. Ce qui me heurte, c'est quand il s'en prend à des témoins ou à des victimes qui ne sont pas du tout armés pour lui répondre. Moi, je le vois, il a une certaine stature. Sa propension à s'approcher au plus près et de jouer de son physique imposant, de sa voix de stentor, de son regard noir, il joue sur la peur. C'est pas un lieu où il faut user et abuser de la provocation. Parce que bien évidemment, au lieu de l'apaiser, on l'attise, ce conflit. Et lui le fait. Et lui le fait. Il joue de ça. Cette stratégie est devenue, au fil des ans, la marque de fabrique d'Éric Dupond-Moretti. Elle le précède partout où il va. Serge Portelli est lui aussi ancien magistrat, et donc libre de sa parole. Il raconte, sans détour, la crainte que l'avocat pouvait inspirer. Tout le monde le savait, dans toute la France. Quand Dupond-Moretti débarquait à Toulouse, à Lille ou à Strasbourg, voilà, il fallait chercher un peu les avocats généraux pour lui donner la répartie. Et c'est vrai qu'on ne se bousculait pas, tout le monde le savait. Voilà. Alors, il fallait bien qu'il y en ait un qui aille au feu. Avec Éric Dupond-Moretti, c'est très vite la guerre des tranchées. En témoigne ce deuxième extrait de sa seule plaidoirie filmée. Bon, que vous n'aimiez pas les avocats médiatiques, on est quitte, je vous aime pas non plus. Et nous ne partirons pas en vacances ensemble au mois de juillet. Alors, c'est pas la peine d'en rajouter. La caricature, c'est insupportable. Tout ce qui est excessif, voyez-vous, monsieur l'avocat général, n'est pas crédible. Vous avez eu raison de dire que le ridicule ne tuait plus. Et moi, j'ajoute, heureusement. Tout peut arriver avec lui. Il est capable à l'audience d'être extrêmement méchant. Et personne n'a envie d'être humilié publiquement dans une audience. Ça va être repris dans tous les journaux. Ça, c'est la patte de l'ours, quoi. C'est-à-dire que s'il donne un coup de patte, c'est terrible, quoi. Il peut tout balayer. C'était un provocateur né. C'était quasiment un agitateur de prétoire. Il était prêt à attaquer sur des terrains qui n'étaient pas forcément des terrains purement judiciaires, quoi. Il pouvait attaquer ad hominem, quoi. Donc ça, c'était parfois mal ressenti. Des conflits personnels, des inimitiés. Il y a 5 ans, à des années-lumière de ses futures fonctions place Vendôme, l'avocat revendiquait ses relations houleuses avec les magistrats. J'ai rencontré dans ma vie des juges absolument exceptionnels. Mais j'en ai pas rencontré beaucoup. Je pense qu'on a 2 types de rapports possibles avec les magistrats. Soit un rapport de respect mutuel,
soit un rapport de force. Et dans le rapport de force, il n'est pas question que je me fasse tancer comme un petit garçon de 4 ans sous le préau de la cour de récréation. Parfois, Éric Dupond-Moretti s'est laissé emporter, ce qui lui a valu des poursuites disciplinaires. Au début des années 2000, il dit à un magistrat « Je ne vous supporte plus. J'en ai assez de vous voir. Vous me gonflez avec votre sourire en coin. Vous serez responsable de ce gâchis. Ce que vous avez fait est dégueulasse. » Il écope d'un avertissement confirmé par cette décision de la Cour de cassation en 2008. Selon nos informations, il fait aussi l'objet d'un rappel à la loi en 2018 à Ajaccio. Des méthodes contestées qui ne l'empêchent pas de devenir ministre, patron de tous ces juges qu'il a si peu épargnés. L'entrée d'Éric Dupond-Moretti dans l'arène politique, sa première séance à l'Assemblée nationale. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ressemble à un bizutage. C'est vrai qu'à un moment, j'ai dit que je n'accepterai pas cette tâche. Il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine d'années. On va mettre un terme définitif. Non, je vous en prie, c'est déjà compliqué pour moi, c'est une première. Mais... Dans ses nouveaux habits de ministre, Éric Dupond-Moretti se fait un peu chahuter. Je vais vous répondre. Est-ce qu'on décompte les interruptions? Non, on ne décompte pas. Ah, ben voilà. On souffre en silence. Et face à ses détracteurs, il demande du temps. On ne juge pas des hommes sur des a priori, me semble-t-il. Vous me jugerez sur ce que j'ai fait quand je l'aurai fait. Sa feuille de route, renforcer la justice de proximité, améliorer les conditions de vie en prison. Il souhaite aussi que les procès soient filmés et retransmis afin de rendre la justice plus visible. Alors autant avoir les moyens de ses ambitions. Pour cela, le garde des Sceaux dispose d'un budget en hausse de 8%. Un budget exceptionnel et historique. Et pourtant, les magistrats voient rouge. Certains n'ont pas oublié ces attaques récurrentes contre leur profession, contre leur corporatisme présumé, encore plus depuis qu'il a nommé une avocate à la tête de l'École nationale de la magistrature. Assis, debout, mais pas couché, assis. Il reproche aussi au garde des Sceaux d'avoir ouvert une enquête administrative contre 3 magistrats du parquet national financier suite à la fameuse affaire des fadettes. Quand Éric Dupond-Moretti était avocat, ces magistrats avaient épluché ses relevés téléphoniques. Ils essayaient alors de trouver la taupe qui avait peut-être informé Nicolas Sarkozy de sa mise sur écoute dans le cadre d'une enquête pour corruption présumée. Des méthodes de barbouze, dénonçait Éric Dupond-Moretti. Aujourd'hui, les syndicats de magistrats pointent un conflit d'intérêts. Ce qui est certain, c'est qu'il ne défend pas l'intérêt général en ce moment. Voilà. Donc on peut se poser la question de savoir pourquoi il se comporte comme ça. Donc, un avocat indépendant critique le parquet national financier, très bien. Maintenant, il n'est plus avocat indépendant, il est garde des Sceaux. Donc c'est terminé. Dans cette tribune du journal Le Monde, ce sont les 2 plus hauts magistrats de France qui s'inquiètent à leur tour pour l'institution judiciaire. Questionné sur cette perte de confiance, Éric Dupond-Moretti botte en touche. Laissez les critiqueurs et les critiques s'exprimer. Laissez les chroniqueurs chroniquer, monsieur. Voilà, et laissez ceux qui veulent travailler, travailler. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je n'enlève pas un mot de ce que j'ai dit. Pas un. Et ils n'enlèveront sans doute pas un mot de ce qu'ils ont dit. Heureusement, dans notre pays, on peut s'exprimer librement et avoir un certain nombre de divergences. Je ne vais pas revenir là-dessus. Dans ce bras de fer, les magistrats en appellent directement au président de la République. Car selon eux, Éric Dupond-Moretti n'est plus leur interlocuteur. Autre difficulté, plus inattendue pour le nouveau garde des Sceaux. En qualité de ministre, Éric Dupond-Moretti doit faire une déclaration d'intérêt et de patrimoine à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Et ça ne l'enchante pas. Le garde des Sceaux, qui possède notamment cette villa sur les hauteurs de Nice,
touche aujourd'hui 10 136 € bruts par mois. Beaucoup moins que quand il portait la robe. C'est quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent. Il m'a dit il n'y a pas longtemps, je gagnais 10 fois plus quand j'étais avocat. Donc Que garde des Sceaux. Que garde des Sceaux. Devant nos caméras, Éric Dupond-Moretti explique sa réticence à dévoiler l'état de sa fortune. Mes enfants ne savent pas ce que j'ai gagné. Pour une raison simple, c'est que j'avais envie de leur donner le goût de l'effort et le goût du travail. Je voulais pas qu'ils se disent mais on est des fils de bourgeois et ça va. Et voilà que tout cela va être dévoilé à la France entière et une partie de ceux qui vont aller là vont y aller avec gourmandise. J'estime que c'est du ressort de ma vie privée. Alors j'ai dit très clairement que j'avais encore une liberté de penser, vous voyez, je vous le démontre, et en même temps je me soumettrai aux obligations qui sont les miennes. Le signal qui est donné, pour le coup, il est atypique et il est dérangeant. Il est dérangeant pour la feuille de route politique qu'Emmanuel Macron, quand il était élu président de la République, voulait donner à la justice. C'était la justice de la transparence. Éric Dupond-Moretti, il a toujours détesté les déclarations de transparence. Il a toujours dit, pour le coup, il est cohérent avec lui-même. Il est beaucoup moins cohérent qu'Emmanuel Macron. Pourtant, le président de la République compte bien sur Éric Dupond-Moretti pour jouer un rôle sur la scène politique, au-delà de son périmètre de garde des Sceaux. Il y a un domaine dans lequel Éric Dupond-Moretti est utile pour Emmanuel Macron, c'est la confrontation face au Rassemblement national. Éric Dupond-Moretti n'hésite pas et au contraire prend même du plaisir à entrer en confrontation directe politique avec le Rassemblement national et les idées qui sont celles des responsables du Rassemblement national. Démonstration le jour de la rentrée politique de Marine Le Pen. Dans son viseur, Éric Dupond-Moretti et sa politique pénale, soi-disant favorable aux délinquants. Ce n'est pas pour rien que M. Dupond-Moretti peut entrer à Fresnes sous les acclamations, oh non pas des gardiens, mais des criminels. Dupond-Moretti, c'est Taubira Empire. L'intéressé réplique, dans la foulée. Madame Le Pen ment éhontément et je le prouverai aux Français. Marine Le Pen, c'est son père, Empire. Jusque-là, le bon sens populaire en matière de justice, c'est le sens populaire qu'on entend chez Marine Le Pen. Le bon sens populaire d'Éric Dupond-Moretti, c'est un sens argumenté, sérieux. Et là-dessus, je pense qu'il peut être très punchy, très convaincant, même s'il faut après avoir des résultats concrets. En politique, l'alchimie est toujours complexe. Éric Dupond-Moretti sait qu'il dispose de peu de temps avant l'élection présidentielle de 2022. 600 jours pour tenter de faire bouger les lignes. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait m'arrêter? Que je me fasse écraser par l'autobus en arrivant à Orléans. Voilà. C'est tout. Ah ouais. Ah oui. J'ai aucune envie de m'arrêter. J'ai commencé quelque chose. On est dans le début de quelque chose. Moi, je vais vous dire, madame, je vais pas faire des promesses que je ne veux pas tenir. Je veux, en sortant de ce ministère, me regarder dans la glace. Et je veux dire, je veux pouvoir me dire que ce que j'ai dit que je ferais, je l'ai fait. L'ogre de la justice parviendra-t-il à tenir ses engagements et à calmer la colère des magistrats? Avec son envie de bousculer les choses, Éric Dupond-Moretti peut être son meilleur allié, comme son pire ennemi.